Bienvenue à votre cette semaine dans Dautré, édition du 11 janvier 2026, votre premier de l'année. Aujourd'hui, nous allons parler du crapaud qui débute sa saison hivernale de la programmation de l'année 2026. Après ça, nous avons eu un Zoom avec Marilyn Vigneault, qui est directrice générale chez Nez Rouge. Ensuite, nous avons eu Ensuite, nous avons eu des conseils de certaines villes du mois de décembre que nous avons passé cette semaine, dont entre autres Berthierville, Sainte-Geneviève de Berthier, la visitation de l'île du Pas, Saint-Ignace de Loyola et la MRC. Par la suite, nous avons une capsule qui parle des véhicules de la Sûreté du Québec. Et nous avons une annonce de faire attention aux fraudeurs. Et voilà, c'était votre édition de cette semaine dans Dautré. La salle de spectacle Le Crapaud à Saint-Félix-de-Valois amorce l'année 2026 avec une programmation de janvier qualifiée de foisonnante et audacieuse. La guitare y occupe une place centrale et le public est invité à un parcours musical qui traverse le folk, le jazz manouche, la musique traditionnelle, le blues et les musiques actuelles. Les activités reprennent dès cette semaine avec une veillée de chansons traditionnelles ce vendredi 9 janvier à compter de 19h30. La soirée sera animée par Élie Benjamin et Kevin Nadeau et accueillera deux invités, soit Yves Marion et Christian Thériault, porteurs de traduction de Saint-Côme et anciens membres du groupe Légende. La série est présentée en coproduction avec Promutuelle Lanaudière. Dans la suite de la programmation, le vendredi 16 janvier, le guitariste lanaudois Jean-Sébastien Ricard présentera un nouveau répertoire de musique de composition pour guitare acoustique. Le 17 janvier, le groupe Los Fingers revisite les grands succès des années 1986 en version jazz manouche avec Lost in 19, donc Lost in 90. Le Crapaud accueillera par la suite P.O.H. Harmonica Orchestra le 23 janvier, les frères Baudry le 24 janvier, puis le bluesman Southside Denis Snyder le 30 janvier. Le mois se conclura avec Babino Chartrand, un duo qui revisite le folklore québécois en mariant violon, guitare acoustique. Donc, si vous voulez, écoutons justement un extrait de Qu'est-ce qui nous attend le 9 janvier. Colin a une boule qui monte tous les matins. Colin a une boule qui monte tous les matins. Et l'homme des fêtes, ça vous dans la cour à l'entrain. La veille, le petit minou, puis moi, la belle pitou. Le petit minou, puis moi, la belle pitou. Le minou, le minou, le pitou, le pitou. Le minou, le minou, le pitou, le pitou. Et on le pitou, puis moi, je voulais le minou. Le pitou, moi, je voulais le minou. L'entrain a pris sa fauche, c'est les reins, en vie très bonne. Le petit minou, le pitou. Le petit minou, le pitou. Le minou, le minou, le pitou, le pitou. Le minou, le minou, le pitou, le pitou. Et on le pitou, mais moi, je voulais le minou. Le pitou, mais moi, je voulais le minou. En vie d'une bonne décasse pour le dimanche matin. En vie d'une bonne décasse pour le dimanche matin. Tout le monde de là, ah ouais, si le sauce et son bain. Let me know,
voulait le minou. À toutes ces bonnes petites vieilles qui en ont tant de besoin. À toutes ces bonnes petites vieilles qui en ont tant de besoin. Ainsi fini, l'histoire de la poule à colère. Le petit minou, mais moi le bel pitou. Je suis en compagnie de Mme Marilyn Vigneault, qui est la directrice générale d'Opération Nez Rouge. Bonjour, Mme Vigneault, en ce 5 janvier frisquet. Oui, bonjour. Vous venez de finir la campagne de Nez Rouge qui a terminé, on pourrait dire, le 1er janvier. Vous terminez la nuit du 31 au 1er, hein? C'est bien ça? Effectivement, donc on a quelques jours de repos derrière la cravate, mais ça fait vraiment pas longtemps que nos activités sont terminées pour la 42e édition de l'Opération Nez Rouge. Au Québec, c'est la province où on est la mieux implantée, la plus forte. Pour vous donner une idée de grandeur, cette année, au Québec, on avait 42 organisations locales, donc 42 territoires qui étaient desservis. Et à l'ensemble du Canada, on en avait une 60aine. Donc, ça veut dire là qu'on en avait quelques-unes d'éparpillées dans 5 autres provinces au Canada. C'est facile d'amalgamer tout ce gang-là là, ensemble, d'avoir les mêmes objectifs, d'avoir les mêmes visions? Bien, c'est certain qu'au niveau des principes fondateurs de l'Opération Nez Rouge et les valeurs qui nous motivent, ce sont les mêmes à travers le pays. Donc ça, il n'y a pas de souci à arrimer tout ça. Par la suite, évidemment, il y a des réalités locales qui vont différer d'une province à l'autre, mais on réussit année après année à amalguer tout ça. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de parties de bénévoles, beaucoup de parties d'Opération Nez Rouge durant toute la période des fêtes, là. C'est vraiment une façon de se rassembler aussi là, pour ces bénévoles-là. Bien, effectivement, il y a des gens qui font des belles rencontres à l'Opération Nez Rouge, des amitiés qui se créent, des histoires d'amour. On a même des bébés Nez Rouge qui sont nés là, suite à ce que des bénévoles se rencontrent là, sur le terrain. Donc, ça devient vraiment une belle tradition année après année là, pour ce qui est des bénévoles. C'est un petit peu plus difficile, on me dit maintenant, de recruter. Il faut être imaginatif, il faut trouver des nouveaux angles pour avoir des bénévoles. Je vous dirais qu'on a la chance, Nez Rouge, d'avoir une très bonne notoriété, une très bonne réputation. Notre bénévolat est réputé comme étant festif. De faire une nuit avec Nez Rouge, bien, c'est tout le temps des anecdotes, des belles histoires qui en sortent. Donc ça, c'est certain que ça nous aide. Au niveau des chiffres, en effet, on voit une certaine baisse au cours des dernières années au niveau de l'implication bénévole. C'est certain, comme vous le dites, qu'on fait tout ce qu'on peut pour rendre l'expérience la plus agréable possible, que ce soit via différents concours qui sont déployés provincialement, mais aussi parfois localement. Il y a différents partenaires qui s'impliquent là, dans les communautés. Donc, ça fait en sorte que l'expérience reste très agréable pour nos bénévoles. Donc, mais ça n'empêche pas que l'offre de service et que les services rendus sont encore très importants. Effectivement, ce qu'il faut comprendre de Nez Rouge, c'est que ce sont des organismes à but non lucratif qui ont un lien avec la jeunesse ou le sport amateur qui vont, eux, s'occuper de déployer Nez Rouge sur le terrain. Donc, on retrouve différents organismes comme des clubs optimistes, des maisons des jeunes. On a aussi des clubs de natation et j'en passe. Donc, eux, leur mission première, c'est vraiment la jeunesse et le sport. Ils vont déployer Nez Rouge, donc contribuer à la sécurité routière de leur communauté, mais les dons qui seront amassés reviennent à 100% à l'organisation qui est derrière. Donc, autrement dit, c'est vraiment, quand on utilise Nez Rouge, c'est vraiment une bonne cause. C'est vraiment très intéressant. Et je regardais même dans le bye-bye, il y a eu la fameuse annonce avec, qu'encore là, de raccompagnement là, qu'on a vu, qui était humoristique. Je pense qu'elle est dans les capsules qui ont été le plus appréciées, là, justement, pendant le bye-bye. Effectivement, il y a eu un beau clin d'œil là, qui a été fait de la part de notre partenaire, la Société de l'assurance automobile du Québec, au niveau de l'utilisation du service de raccompagnement. Est-ce que pour vous, c'était une belle année? Est-ce qu'on peut parler un petit peu au niveau de l'anodière? Je sais que vous êtes à l'origine ici, vous m'avez dit que vous aviez débuté comme bénévole, justement. Vous connaissez l'aspect terrain de cette opération-là. Et au niveau de l'anodière, est-ce qu'on a eu des beaux chiffres? Au niveau national aussi, qu'est-ce que ça dit? Oui, bien, si on regarde au niveau de la province de Québec, plus précisément, c'est plus de 18 000 raccompagnements qui ont été effectués.
faut savoir que là, on parle de transport et souvent, dans les véhicules, il y a plus qu'une personne, donc ça fait encore plus de gens accompagnés en toute sécurité. Et ça a été possible au niveau de la province grâce à l'implication de plus de 17 000 bénévoles qui ont mis la main à la pâte soirée après soirée. Si on regarde plus précisément pour l'opération Nez Rouges Joliette de la Naudière, c'est environ 550 raccompagnements qui ont été effectués sur le territoire. Il faut savoir que l'opération Nez Rouges Joliette de la Naudière couvre un total d'une quarantaine de municipalités et villes de la région. Et ça a été possible cette année grâce à 549 bénévoles dans le secteur. Donc, ça représente beaucoup de gens qui croient justement à cette mission. Avec votre porte-parole, la bottine souriante, justement, puis Yves Lambert, c'était quelqu'un du coin. Est-ce que vous avez déjà pensé à qui pourrait être pour l'année prochaine ou ça va être des choses qui vont être dévoilées seulement en novembre? Ce sera assurément dévoilé seulement en novembre. On aime garder le suspense par rapport à notre porte-parole annuel. On a la chance, comme vous l'avez dit, d'avoir eu la bottine souriante cette année qui était à nos côtés, qui ont aidé à porter notre message sous le slogan « Un retour bien accordé » qui se prêtait très bien là, autant à notre réalité qu'à la leur. Donc, d'avoir des gens qui portent notre message comme ça, qui sont les porte-étendards de l'opération Nez Rouges, c'est certain que c'est aidant. Donc, d'une année à l'autre, on est toujours très fiers d'avoir des personnalités connues à nos côtés. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. J'imagine que vous êtes déjà presque après une petite période de repos. Vous êtes déjà commencé à préparer l'an prochain parce qu'il faut préparer de longue haleine. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, comme on dit. Et on espère se reparler mais l'an prochain encore avec des très, très beaux résultats. Bien, ça me fera plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. En 3 maintenant, le budget 2026 et le programme triennal des mobilisations. Donc, en 3.1, c'est l'adoption du budget pour l'exercice financier 2026. C'est Madame Fontaine? Oui, Madame Fontaine. Alors, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026 telles que décrit ci-dessous. Alors, je vais faire un résumé là, global. Donc, au niveau des revenus pour le budget 2026, dans les revenus, là, ça comprend les taxes foncières, le service de la dette, assainissement des eaux, service des incendies, tarification des services municipaux, centre d'urgence 911, paiement tenant lieu de taxes, transfert des services rendus aux organismes municipaux et autres services rendus, imposition des droits, amendes et pénalités, ainsi qu'intérêts, pour un total de revenus de 11 555 532 au niveau des charges, c'est-à-dire les dépenses pour le budget 2026, administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, santé, bien-être, logement social, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, loisirs et culture et frais de financement, pour un total de 10 626 636, ainsi qu'il y a la conciliation à des fins fiscales pour le budget 26, remboursement de la dette, affectation, réserve de disposition des bouts, fonds de parc et terrain de jeu, fonds de roulement, activités d'investissement, excédent de fonctionnement affecté, pour un total de 928 895. Donc, considérant ces montants, le budget de l'exercice financier 2026 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 11 555 532. Merci. Je tiens à dire aussi que le budget, tous les détails du budget vont être sur le site web de la Ville demain. C'est exact? En fin de journée. En fin de journée, donc, j'invite les citoyens de consulter le site web pour avoir plus d'informations. Donc, c'est appuyé par Jean Appui. Monsieur Plante, merci. J'en appelle au bras de ma gauche. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3 maintenant, administration, ressources humaines et financières. 3.1, c'est l'opération Nez Rouges, c'est un soutien financier pour l'année 2025. M. Frenière. Considérant la demande de commandite provenant de l'organisme Opération Nez Rouges Joliette de la Naudière pour l'organisation de leur 42e édition qui se déroule du 28 novembre au 31 décembre 2025, en conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme Opération Nez Rouges Joliette de la Naudière une contribution financière au montant de 250 $ pour leur 42e édition. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. À ma droite.
Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.2 maintenant, CTRB TV, donc c'est la diffusion des séances pour l'année 2026. Madame Lebrun. Considérant que la Ville de Berthierville désire informer ses citoyens au moyen de divers médias d'information, alors je propose d'octroyer à CTRB le mandat de captation des séances du Conseil pour l'année 2026 au coût de 175 plus les taxes applicables par séance, comme détaillé à l'offre de service datée du 10 novembre 2025. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.3 maintenant, c'est l'excédent engagé, c'est l'annulation d'affectation. Donc, M. Darvaux. Considérant qu'une partie de l'excédent affecté lors de l'adoption du budget de l'année 2025 n'a pas été requise pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025. En conséquence, je propose d'annuler l'affectation à l'excédent engagé d'un montant de 728 662,78, entraînant ainsi une augmentation équivalente de l'excédent accumulé non affecté. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrade, depuis. M. Destrand, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4 maintenant, sécurité publique. Donc 4.1, c'est le protocole d'entente établissant une compensation pour la caserne des pompiers. Monsieur Destrand. Oui. Considérant le protocole d'entente intervenu en 2016 visant l'établissement d'une compensation pour l'utilisation de la caserne des pompiers de Berthierville par le service de sécurité incendie de la MRC d'Autré, lequel vient à échéance le 30 juin 2026. Considérant que l'article 4.2 du dit protocole prévoit des modalités de renouvellement de l'entente ou de la résiliation, considérant l'augmentation de la superficie occupée par le service de sécurité incendie au cours de l'année 2025 afin de répondre à l'évolution de ses besoins opérationnels. En conséquence, je propose d'éviser la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthierville, de Saint-Ignace de Loyola, ainsi que la visitation de l'île du Pas, que la Ville de Berthierville entend mettre fin au protocole d'entente actuellement en vigueur afin de procéder à la révision des conditions relatives à la superficie occupée par le service de sécurité incendie, ainsi qu'au taux de location applicable par pied carré. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5 maintenant, travaux publics. Donc 5.1, c'est le ministère des Transports, MTMD. C'est une entente relative aux travaux de balayage et de fauchage. Madame Lebrun. Considérant que l'échéancier annuel du ministère des Transports et de la Mobilité durable diffère de celui de la Ville de Berthierville pour la réalisation des travaux de balayage des rues et de fauchage sur les routes provinciales. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite harmoniser les travaux de balayage des rues et de fauchage sur l'ensemble de son territoire afin d'offrir un service uniforme à l'ensemble de ses citoyens, alors je propose de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'acceptation de la proposition financière numéro 8806-26 MU01 visant les travaux de balayage de la chaussée et de fauchage des tronçons des routes provinciales situés sur le territoire de la Ville de Berthierville pour la saison 2026. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, loisirs et culture. 6.1, c'est la gestion déléguée de l'organisation du camp de jour pour la saison 2026. Madame Lebrun. Considérant le renouvellement du mandat confié à l'entreprise L'Air en Fête pour l'année 2026 afin d'assurer la gestion complète du camp de jour estival, conformément à la résolution numéro 2025-10-225, considérant que la Ville de Berthierville souhaite offrir un service de camp de jour intermunicipal de qualité à ses citoyens, ainsi qu'aux enfants des municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier et la visitation de l'île du Pas, et ce, de façon équitable et accessible à tous les enfants fréquentant les mêmes établissements scolaires sur son territoire. Alors, je propose de confirmer les tarifications devant apparaître au protocole d'entente, à savoir coût de base d'inscription hebdomadaire, régulier, les enfants de 5 à 12 ans pour le programme et le programme d'accompagnement, les résidents 163 $, dont une contribution municipale de 38 $ pour un coût net de 125 $ pour les parents.
le service de garde qui est optionnel au coût hebdomadaire de 25 et les frais additionnels s'ajoutant au coût de base d'inscription hebdomadaire pour les enfants provenant des municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de la visitation de l'île du Pas, ainsi que pour les non-résidents, le régulier 5-12 ans et le programme d'accompagnement au coût de 20 d'autoriser une dépense maximale de 25 000 pour le programme d'accompagnement pour la saison 2026. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7, maintenant, c'est un avis de motion et projet de règlement. Donc, M. Frenière. Je dépose un avis de motion sur laquelle il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 988 relatif au programme d'aide financière pour l'achat de produits hygiéniques féminins durables. Je dépose un projet de règlement numéro 988. Merci. Donc, c'est un avis de motion. Ensuite, en 5.4, le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Le Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant l'heure et le jour du début de chaque année. On a modifié un peu notre aspect des assemblées. Les assemblées en 2026 vont toutes avoir lieu un mardi. Souvent, il y avait une fête le lundi, puis on était serré un peu. Des fois, on faisait le lundi, parce que ça donnait. Ceux qui préparent l'Assemblée sont toujours un peu serrés. Fait qu'on a décidé de faire ça toujours un mardi, mais des fois, ça va être dans la deuxième semaine du mois. Ça pourrait être, exemple, le 14 avril au lieu du 7. Le calendrier va être affiché sur notre site, évidemment. Puis les séances vont toujours avoir lieu à 7h30 au lieu de 8h. Mais ça, à 7h30, ça va avantager un peu tout le monde. Ici, l'administration aussi, puis probablement les citoyens aussi. À 7h30. Toutes les assemblées de l'an 2026 auront lieu à 7h30. Ça me prend un proposeur de secondaire. M. Léo Soulière propose avec M. Christian Soulière. En 5.5, le substitut du maire à la MRC, la municipalité désigne M. Léo Soulière, conseiller et maire suppléant, pour agir comme substitut au maire lors des séances préparatoires du conseil de la MRC pour l'année 2026. Proposé par et secondé par. M. Landlois propose avec M. Hébert. C'est bon? Accepté à l'unanimité. En 5.10, augmentation salariale. Il est proposé, appuyé et résolu qu'aucune augmentation de salaire ne sera effectuée pour les élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour 2026. Nos salaires sont gelés. Les augmentations de salaire des cadres et du personnel à compter du 1er janvier 2026 sont établies dans des ententes signées entre le personnel, le maire et la directrice générale et dont le conseil a pris connaissance. On est d'accord avec ça? Oui. Un proposeur en secondaire, M. Soulière propose, avec M. Hébert. Léo. Avec M. Léo. Et M. Hébert. Ensuite, la coordonnatrice de la bibliothèque, Mme Natacha Trudel, nous quitte cette semaine, je pense, pour le 1er janvier. Puis il y a une dame qui était bénévole à la bibliothèque depuis quelques années, qui a manifesté l'intérêt à prendre la place de Mme Trudel. Il s'agit de Mme Josiane Bérubé, à titre de coordonnatrice de la bibliothèque Léopold Desrosiers. Les conditions de son embauche sont établies dans une entente signée par le maire, la directrice générale des greffiers et trésorières et Mme Bérubé, dont le conseil a pris connaissance. On peut vous dire que c'est les mêmes thèmes que Mme Trudel avait avant. Un proposeur en secondaire? M. Hébert propose, avec M. Landlois qui seconde, tout le monde est d'accord à gauche, accepté à l'unanimité. Je vais commencer à dire notre fête des neiges s'en vient en février. Le 7 février. En passant, on en fait déjà l'annonce. Ça fait notre marque un peu à Sainte-Geneviève, il y a quelques années qu'on le fait. Puis je pense que c'est apprécié par beaucoup de gens. Puis j'en profite pour inviter les gens de la région, Berthierville,
Berthierville, Saint-Ignace, L'Île-du-Pas, Saint-Norbert. Le pôle Berthier, les maires, on s'est concerté, on s'est dit qu'il fallait s'entraider dans la publicité de ce qui se passe dans nos municipalités. Donc, il se passe des belles choses à Berthierville, on en fait la publicité. Puis eux autres vont faire la publicité pour la fête des Neiges. J'en profite pour inviter tout le monde, mais même extérieur du pôle Berthier, tout le monde est bienvenu à notre fête des Neiges, qui est une réussite à chaque année. Budget 2026. Par rapport à 2025, l'année passée, nous avions des revenus de 742 655 et cette année, c'est des revenus de 753 399,86 pour la taxe foncière. Il va avoir cette année l'ajout d'une taxe spéciale, le règlement d'emprunt. On va aller chercher 59 969,73. Ce règlement d'emprunt-là représente le solde à payer de tous les travaux durant l'Île-du-Pas, de la rue principale aller jusqu'à la commune. Je vais en parler un petit peu plus loin. La taxe d'eau pour des revenus de 73 724. La gestion des bouts de fosses septiques pour 26 641,18. Excusez. La perception de la taxe sur les ordures et les récupérations pour 63 015,84 $. Les transferts de subventions de 113 731, transferts et subventions de 113 731,56 $. L'imposition des droits de 39 000 $. Amende et pénalités de 750 $. Les intérêts des autres revenus pour de 35 786,64 pour un total de revenus de 1 166 018,71 par rapport à l'année passée qui était 1 090 451,15. C'est une augmentation de 6,9 %. Les dépenses d'administration générale, 332 909,88 $. En sécurité publique, 213 408 $. Transport réseau routier, 259 591,50 $. L'hygiène du milieu, les eaux, les boues, les ordures, 166 554,66 $. L'aménagement, urbanisme et développement, 52 840 $. Loisirs et culture, 71 844 $. Les frais de financement et frais de banque de 702 $, pour un total de dépenses de 1 097 850,91 $. C'est une augmentation de 1,1 %. Où va le 5,8 %? On va vous expliquer ça. Ça crée un excédent de fonctionnement de 68 167,80 $, qui est réparti comme suit. Le remboursement de la dette à long terme de la MRC, 1 061 $. Les activités d'investissement pour 5 320 $. Le remboursement de la dette à long terme pour les travaux de voirie, j'ai expliqué tantôt, de 59 969,73 $. C'est un règlement d'emprunt qui va être pris pour une période de 25 ans et qui va, grosso modo, représenter un paiement de presque 60 000 $ par année durant toutes ces 25 années-là. Ça donne un taux de taxation de 0,0373 cents du 100 $ d'évaluation. Les affectations de surplus, on va chercher dans nos surplus 5 320 $ pour balancer le budget. On retourne au fonds de roulement 5 137,7 $, qui est des paiements qu'on avait pris pour ce qu'on avait financé à partir de notre fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est comme un REER, c'est de l'argent qu'on se prête à nous autres, même sans intérêt, mais il faut le remettre dans le fonds de roulement. Fait que ça, ces dépenses d'affectation-là donnent 68 167,80 qui viennent balancer notre excédent de fonctionnement, et c'est comme ça qu'on balance à zéro. L'augmentation de la taxe foncière par rapport à l'année passée. En 2025, notre taux de taxe était de 0,4655 cents du 100 $ d'évaluation. Cette année, il va être de 0,4686 cents du 100 $ d'évaluation.
c'est une augmentation de 0,0031 cent. Ça veut dire 0,066 %. C'est en bas de 1 %, 2 tiers de 1 %. La taxe sur règlement d'emprunt qui est 0,0373 cents du 100 piastres d'évaluation, additionné aux 0,031 cents d'augmentation de taxe foncière, ça fait exactement 4 cents du 100 piastres d'évaluation, incluant le règlement d'emprunt. L'augmentation du taux de taxe, comme je disais tantôt, représente moins de 1 %. Il y a eu une augmentation de la valeur foncière en cours d'année de 1 237 505 $. Ça, c'est des permis qui ont été mis pour des rénovations ou des constructions sur notre territoire. Qu'est-ce qui a varié dans notre budget cette année? Il y a eu une augmentation de 20 000 $ en administration générale, une augmentation de 15 000 $ en sécurité publique, dont 10 000 $ pour la sécurité incendie. On a réduit le budget de 10 000 $ en voirie. Par contre, la cote-part pour les transports a augmenté de 5 000 $. Fait que ça fait une baisse nette de 5 000 $. L'aqueduc, on a une baisse de 3 000 $. On a une augmentation des vidanges et les résidus domestiques dangereux pour 2 000 $. Le recyclage nous a donné une réduction de 19 000 $. Une augmentation de 1 000 $ des aménagements urbanistes, puis une réduction de 1 000 $ dans la loisiriculture. C'est ce qui nous permet de limiter la croissance de nos dépenses. Ce qui est un peu spécial cette année, c'est qu'on a une augmentation de la cote-part de la MRC de 25 091 $, qui se divise en deux morceaux. Un morceau de 14 247 qui est dû à l'augmentation de notre pointe de tarte parce que notre valeur, notre proportion médiane et notre facteur comparatif a augmenté. Donc, on se trouve à payer une partie de plus l'augmentation des dépenses de la MRC pour 10 844. C'est ce qui donne le total de 25 000. Donc, si notre valeur n'aurait pas changé par rapport aux autres, ben, on aurait eu juste une augmentation de 10 000. C'est le même qui s'est expliqué. C'est une augmentation de 11,13 % par rapport à l'an dernier. C'est un peu ça. Les cotes-parts totales en 2026, c'est 250 455 comparativement en 2025 à 225 364. Pour une maison de 250 000 $, ce que ça représente une augmentation de taxe foncière de 7,75 $ et pour le règlement d'emprunt de 93,25 $, c'est-à-dire exactement 100 $ de plus pour une maison de 250 000 $. C'est tout. Oh
Le budget 2026 a été préparé dans un contexte économique plus difficile, marqué par l'augmentation généralisée des coûts, l'inflation, la hausse des quotes-parts de la MRC, ainsi que l'augmentation des coûts liés aux infrastructures et au remboursement de la dette. Pour l'année 2026, les prévisions budgétaires totalisent des dépenses de 3 528 460, lesquelles sont entièrement financées par des revenus du même montant, assurant ici un budget équilibré tel qu'exigé par la loi. Le Conseil municipal a fait le choix de la rigueur financière. Aucun nouveau service a été ajouté, aucun surplus important n'est disponible pour absorber la hausse des coûts. Les efforts ont été concentrés sur le maintien des services essentiels, l'entretien de nos infrastructures, afin d'éviter des dépenses plus importantes à long terme. Concrètement, la hausse des coûts qui explique l'augmentation du budget 2026 se concentre principalement dans quelques postes majeurs. D'abord, la quote-part de la MRC qui connaît une augmentation importante, soit 11 %. Il s'agit de coûts imposés par la municipalité sur lesquels le Conseil n'a aucun pouvoir décisionnel, mais qui doivent obligatoirement être financés par la taxe foncière. Ensuite, l'inflation a un impact direct sur l'ensemble des services municipaux. Les contrats, l'entretien, les assurances, l'énergie, les salaires. Donc, respect de l'augmentation selon les conventions collectives des employés. Les remboursements de la dette et les intérêts augmentent également en lien avec les investissements réalisés par le passé pour maintenir nos infrastructures essentielles en bon état et éviter des coûts plus élevés dans le futur. Finalement, certains services essentiels comme l'aqueduc, la sécurité d'incendie subissent eux aussi des hausses importantes, principalement en raison des exigences normatives et des coûts réels de services. Malgré cette pression financière, le Conseil a limité la hausse de la taxe foncière générale à 5,36 %, ce qui représente environ 12 $ par mois pour une résidence unifamiliale de valeur moyenne. Cette hausse est principalement attribuable aux coûts imposés et aux incompressibles, et non à une augmentation des services municipaux. À la lumière de ces explications et conformément au processus prévu par la loi, le Conseil est maintenant appelé à adopter officiellement les prévisions budgétaires pour l'année 2026. Donc, Louis-Charles, vous avez déjà fait l'avis de motion. Oui. Donc, Louis-Charles propose l'adoption des prévisions budgétaires. Est-ce que j'ai un secondaire? Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Dépôt du plan triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Conformément à l'article 953.1 du Code municipal, le Conseil d'une municipalité doit au plus tard le 31 décembre de chaque année adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. Conformément à l'article 56 du Code municipal, un avis public a été publié le 10e jour de décembre concernant l'adoption des dépenses en immobilisation pour les années 26, 27 et 28. Donc, pour les citoyens dans la salle, pour les citoyens à la télévision, un document sera déposé sur le site de la municipalité qui témoignera de l'explication du budget ainsi que du plan triennal d'immobilisation. Donc, pour le plan triennal, j'aurais besoin d'un adopteur, Mme Chloé Laforêt, en secondaire. J'aimerais mon secondaire aujourd'hui. M. Louis-Vincent Barthes. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Point 2, fermeture de la convention d'aide financière du programme Éclair 2. Donc, vous savez tous, c'est le programme de subvention pour la fibre qu'on appelle nous autres d'autré branchée. Donc, c'est pour clore le programme de subvention. Donc, la subvention totale de 6 589 531. Donc, évidemment, on a fini de déployer. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. C'est 6 remplacements de 4 habits de combat contaminés. Donc, il y a eu un incendie et les 4 habits de combat ont été contaminés par des hydrocarbures. Évidemment, une fois c'est contaminé, ça va aux poubelles. Donc, c'est pour les 4 habits de combat pour un montant de 13 220 et 0,3 taxes nettes. Évidemment, on a eu un remboursement d'une partie de ce montant-là de par nos assurances. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Savignac. À ma droite, à ma gauche, c'est...
Aujourd'hui, on vous parle de l'atelier mécanique. Ça fourmille de monde à cet endroit-là. Il y a des dizaines d'employés qui travaillent à tous les jours pour transformer des véhicules en voitures de police de la Sûreté du Québec. Mais ils font plus que ça. C'est ce que vous allez découvrir. Dans le premier épisode, on vous a parlé de l'atelier mécanique, mais on y est allé de manière générale. Là, on va y aller, on va approfondir notre visite. Et avec nous, le responsable, Charles-Antoine, que vous connaissez. Charles-Antoine, on va visiter ça? Bien, certainement, venez-vous-en. On va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Comment c'est divisé l'atelier mécanique? Comment ça fonctionne ici? Bien, l'atelier mécanique, il faut comprendre, c'est qu'ils ont deux aspects. Le premier aspect, c'est vraiment le montage des véhicules. Donc, tout ce qui est véhicule neuf, les montages, il y en a beaucoup qui se font à l'externe, mais ils vont quand même aller tout vérifier ici, établir les normes de montage, les équipements. Aussi, on fait des véhicules spécialisés ici qui n'iront pas à l'externe. Donc, vraiment, ça, c'est la première partie de l'atelier. Puis la deuxième partie, c'est un atelier de mécanique, comme un garage que vous retrouvez un peu partout, mais qui est dédié seulement à la flotte de la Sûreté du Québec. On a un exemple ici qui sont des véhicules qui sont déjà affectés à la route. Ce pas des véhicules neufs. Exactement, exactement. Donc, toute la grande région de Montréal, on va avoir les véhicules, on va faire de l'entretien ici, ou tout ce qui est entretien particulier, ou s'il y a des problèmes, des récurrences ou des choses qu'on voudrait vérifier ou approfondir. Des fois, un véhicule va avoir un problème très spécifique qu'on ne voit pas, bien, on va le faire descendre ici parce que là, on a vraiment nos experts en mécanique qui vont faire les vérifications puis approfondir un petit peu, trouver les raisons. Donc, après ça, bien, on fait soit des alertes ou des bulletins de rappel ou des choses, la même chose qu'un manufacturier, mais spécifiquement pour nos véhicules de police, pour ce qui est à l'extérieur de la mécanique pure. Parce que la mécanique pure, les rappels viennent de Transport Canada, mais maintenant, dans nos installations, selon les produits qu'on a, ces choses-là, bien là, on pourrait faire des bulletins techniques ou des rappels, dire, bon, ben gars, on change tel produit ou telle problématique ou des défauts d'installation. Je pense que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que, bon, les véhicules arrivent, sont neufs. Donc, quand ils ont des défectuosités mécaniques, des problèmes mécaniques, il y a une partie aussi qui est faite par les concessionnaires automobiles avec les garanties normales des véhicules, et ainsi de suite. Exactement. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment différencier parce que qu'est-ce qui est mécanique pure, c'est tous les garages en province, les concessionnaires, tout ça. Puis oui, les véhicules sont garantis. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent sur la garantie. Mais c'est vraiment plus selon les montages qu'on a avec les murs séparatoires, les partitions, les radios, les systèmes, tous les équipements d'urgence, les cinémomètres, tout ça. Donc, s'assurer que c'est bien fixe, les ordinateurs. Donc, s'assurer que ça ne soit pas dans le champ de déploiement des coussins gonflables. Quand on change de modèle, on fait déployer des coussins gonflables dans les véhicules pour pouvoir voir exactement la zone de déploiement, s'assurer que ça va être sécuritaire pour le policier, tout ça. Donc, c'est vraiment plus s'il se passe de quoi avec l'ergonomie à l'intérieur ou les équipements d'urgence. Parce que, comme je dis, mécanique pure, ça reste les garages. Charles-Antoine, on va aller voir une petite pièce cachée qu'il y a là, qui est quand même assez intéressante. C'est le magasin. Bien, dans le magasin, c'est sûr, on a tout ce qui est les pièces d'origine là, pour l'entretien puis les choses qu'on fait. Mais après ça, si on s'en va un peu plus loin, on a une partie ici de tous les autocollants. Si on regarde, on a des vieux logos. Bon, on a changé de couleur depuis 2017, mais il y a encore des véhicules, certains véhicules qui ont l'ancien lettrage. Exactement. On a encore certaines Donc, on pièces a pour les remplacer. damiers, comme on ne voit plus maintenant, mais les damiers sur les anciens véhicules. Donc, oui, parce que vu qu'il nous reste encore des véhicules qui ont des autocollants, on a besoin de garder un inventaire. Donc, ça, c'est vraiment, je vous dirais, dans les plus vieux qu'on a. Puis après ça, à l'extérieur, un petit peu plus loin ici. Ici, on a notre réserve des nouveaux autocollants. Donc, Puis on voit que sont déjà taillés pour être sur les modèles en particulier. Donc, ça fonctionne avec les modèles de véhicules. Exactement. On les voit, là, comme ça, c'est le F-150 qu'on a pris. Il y a le Tao, il y a les anciens Taurus. On a encore du lettrage de 2013 à 2016, les Charger. Après ça, on a plus récent. On a les Durango maintenant aussi, plus loin.
Donc, on garde toujours un inventaire de tous les collants des véhicules qu'on a sur la route présentement. Si on regarde par ici, ça, c'est tout l'équipement qu'on a reçu, des vieilles barres de gyrophare. Vous vous souvenez de ces gyrophares-là qui étaient placés sur nos anciennes voitures? Puis quand on parle justement des anciens gyrophares où on avait le mariage entre le halogène, le rotatif et les DEL, donc ce qui fait en sorte qu'on avait une meilleure perception des véhicules. Présentement, on a 2 marques, Wannon et Fédéral. Puis pourquoi clair? Parce que maintenant, les DEL, on peut les utiliser à plusieurs couleurs. Donc, si on avait une lentille rouge puis on voudrait faire du jaune, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est pour ça, tandis que dans le temps, ben, les rotatifs, c'était juste une couleur. Mais si on regarde, le bas était justement transparent parce qu'on avait différentes couleurs. Donc, ici, département où, quand on reçoit les pièces des véhicules, parce que les véhicules sont démontés en province un peu partout. On ne fait pas redescendre les véhicules à Montréal pour les démonter. Donc, c'est vraiment en province. Il y a plusieurs garages certifiés pour faire le démontage. Puis après ça, ils nous renvoient ça sur des palettes. Tout l'équipement qui est rajouté dans les véhicules, bien, on les reçoit ici. Puis là, après ça, il va faire un classement de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus bon. Fait qu'on a toutes les pièces, autant de véhicules neufs. Je parle vraiment des pièces de véhicules d'urgence. Je parle pas de pièces de mécanique parce qu'on ne garde plus de moteur, de vraiment porte. les accessoires. Les accessoires, tout ce qui est relié aux véhicules d'urgence. Après ça, on va s'en aller dans un autre département. Ici, c'est le département de contrôle qualité. Quand les véhicules arrivent, ils passent un contrôle qualité. Une fois que le montage est terminé, tout ça, ils reviennent, ils repassent un autre contrôle qualité. Il va vérifier le véhicule de A à Z. Donc, c'est sûr qu'il ne fera pas de la mécanique dessus, mais il va vérifier que la batterie est bonne, les freins, les pneus, c'est des bons pneus, hiver ou été, dépendant de la saison. Il va tester tout l'équipement de véhicules d'urgence au complet, que ce soit la sirène, les gyrophares, la suppression de la luminosité, radio, ordinateur. Tout va être vérifié ici pour s'assurer la conformité. C'est vraiment le département de la vérification. Donc, il regarde toutes les défectuosités. On va faire des avis aux monteurs, dire, bon, ben garde, là, tel véhicule, il n'a pas été monté comme il faut. On le retourne chez eux, qu'ils fassent ses réparations, tout ça, puis après ça, ils repassent ici. Il y a un 2e étage. Oui. Et il y a une rampe. Donc, les véhicules peuvent monter au 2e étage. On va aller vous montrer ce qu'il y a. Exactement. Donc, on est rendu au 2e étage. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le 2e étage, c'est vraiment l'étage où on va faire le montage. Donc, c'est vraiment des véhicules neufs qu'il y a ici? Principalement du neuf, mais des fois, on a des véhicules qui sont accidentés ou modifiés ou ajoutés ou qui ont des problématiques, mais vraiment reliés à l'électronique. Et vous êtes toujours à la recherche de gens, de passionnés, de mécaniques, des mécaniciens qui pourraient venir travailler? Tout à fait. On a toujours des postes à combler. On n'en a pas énorme, mais on a des postes à combler au niveau de la mécanique et du montage. On n'a pas un gros roulement, on est chanceux, on touche du bois, nos employés nous aiment, puis ils aiment ce qu'ils font, puis c'est des passionnés. Mais c'est sûr que la flotte grossit, tout ça, puis on a besoin d'aide, puis c'est sûr qu'il y a des employés qui partent à la retraite aussi, donc renouveler un petit peu. Laura, il y a aussi un élément qui est très important, c'est l'ergonomie. Oui, Jean-Raphaël, puis je me suis intéressée à ce volet-là, comment on crée le parfait mélange entre le confort et l'efficacité. Charles-Antoine va nous parler d'ergonomie, puis on est venu directement au service de l'approvisionnement de la Sûreté du Québec, au GQG à Montréal, pour vous en parler. Les patrouilleurs sont longtemps dans les véhicules. Ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'ils soient confortables, qu'ils soient bien, puis que l'équipement soit ajusté selon leur physionomie. Tous les policiers en province, quand ils sont engagés à la Sûreté du Québec, passent ici au magasin. C'est ici qu'ils fournissent tous les équipements pour les policiers. Ils vont pouvoir tester les vestes, les équipements, les différents équipements, puis pouvoir s'asseoir dans le véhicule, puis voir l'ergonomie, voir comment ça travaille, tout ça. En ayant un vrai véhicule, que le banc est ajustable, le volant est ajustable, tout ça, on est capable de voir si les équipements qu'on leur fournit sont adéquats selon leur physionomie, puis s'assurer de leur bien-être. À la Sûreté du Québec, on a aussi un ergonome qui travaille à temps plein pour la Sûreté, donc lui aussi utilise quand que certains policières ou policiers vont avoir des problèmes de dos ou vont s'être blessés ou quoi que ce soit pour voir leur position de conduite, voir comment on peut modifier leur équipement.
Vous voyez, il y a juste le siège côté conducteur, il n'y a pas le côté passager, tout ça, c'est sur roulette, ça peut se déplacer. L'ergonome ou la personne au magasin qui fait essayer peut aller aussi de l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'il y en a, tout ça, ou par en arrière. Puis ça, c'est un véhicule qui a patrouillé sur la route, qui était en fin de vie, donc on l'a récupéré pour faire ce projet-là. C'est une deuxième vie au véhicule, puis ça l'aide, comme je disais, énormément pour que nos policiers et policiers soient bien, puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le confort. Dans le prochain épisode, on décortique une autopatrouille de la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi les accessoires? On va tout vous démystifier ça. Merci d'avoir été là. On vous invite à aimer cette vidéo, à la partager à vos contacts, à vos amis ou dans les groupes de passionnés de véhicules d'urgence. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec. Le mois de janvier est souvent plus calme dans nos achats suite à la folie du temps des fêtes, mais les fraudeurs, eux, ne prennent pas de vacances et continuent de vous harceler. Voici quelques conseils pour vous assurer que vous ne faites pas arnaquer, comme on dit, par des fraudeurs. Premièrement, on vous parle de méfiez-vous des informations sur l'afficheur. Faites attention au numéro de téléphone affiché lorsque vous recevez un appel. Les nouvelles technologies permettent aux fraudeurs de masquer ou de modifier leur numéro réel à partir duquel ils vous appellent en donnant l'impression qu'il s'agit d'un numéro de téléphone de confiance. Deuxième point, n'ajustez pas dans l'immédiat. Donc, ne soyez pas impulsif. Ne confirmez aucune information personnelle ou renseignements bancaires. Ne partagez pas d'informations personnelles ou des renseignements bancaires. N'envoyez aucune somme d'argent. Même si la situation vous semble pressante, prenez le temps de vérifier avant d'agir. Un troisième conseil, justement, validez l'identité de l'interlocuteur. Si l'appelant prétend provenir d'une institution connue, vous pouvez retracer le numéro de téléphone et vérifier à partir de sources officielles comme leur site Internet sécurisé. Si l'appelant prétend être un proche ayant besoin d'aide financière, vérifiez s'il connaît le mot-code secret convenu avec votre entourage immédiat. Donc, soyez prudent et soyez prévenant. Quatrièmement, on dit terminer l'appel. Pour mettre fin à l'appel, prétextez des vérifications à effectuer ou dites que vous n'êtes pas concerné, raccrochez et si vous ressentez de la pression ou des menaces. Donc, comme on a dit tantôt, n'agissez pas rapidement et raccrochez et prenez le temps vraiment de vérifier. Cinquièmement, faites attention aux renseignements publiés en ligne. Soyez discret sur vos réseaux sociaux. Évitez de publier vos préférences et vos activités. Ces informations peuvent être utilisées pour vous contacter. Bref, soyez vigilants. Un clic anodin pour aimer ou liker une publication mensongère permet aux fraudeurs d'obtenir votre nom d'utilisateur et surtout de vous envoyer des messages. Donc, la fraude ne prend pas de vacances et avec le retour de janvier, on vous demande encore d'être prudent. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Valérie était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas.
Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.